Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par la Mutualité française de Bretagne et que vous pouvez suivre sur la plateforme Zoom, et c'est une première, en même temps sur Facebook Live. Les chiffres ne mentent pas, mais ils donnent parfois le tournis. Le bilan de l'épidémie lié à la propagation du virus de la Covid-19 et de ses variants est ahurissant. 3 millions de morts au monde, peut-être davantage, près de 100 000 décès rien qu'en France, soit 300 par jour depuis maintenant plus d'un an. Côté vaccination, après un départ hésitant et controversé, la réponse s'organise. 13 millions de Français ont reçu à ce jour une première dose, 5 millions les deux. Mais il reste encore beaucoup à faire pour vacciner au moins 40% de la population et atteindre ainsi l'immunité collective. Et au rythme actuel, l'objectif de vacciner l'ensemble de la population adulte ne sera pas atteint avant le 20 mars 2022. En Ille-et-Vilaine, à ce jour, un habitant sur 5 a reçu une première dose. La stratégie de vaccination française mise en place par les autorités vise à protéger les personnes les plus vulnérables et à maintenir notre système de santé en période d'épidémie. Hier, le gouvernement a annoncé l'ouverture à la vaccination pour 400 000 travailleurs dits de deuxième ligne de plus de 55 ans. Le déploiement de cette stratégie de vaccination, lui, n'en finit plus de soulever des questions, notamment éthiques. Comment promouvoir une approche solidaire et citoyenne? Comment préparer le monde d'après la crise sanitaire? Comment refaire société alors que le virus a mis en lumière de manière criante le poids des inégalités sociales en matière de santé? Comment enfin donner toute sa place à la prévention? Pour nous aider à y voir plus clair et répondre à ces questions, nous avons la chance d'accueillir ce soir parmi nous 3 invités prestigieux, en la personne du docteur François Baudier. François Baudier, vous êtes médecin de santé publique, président de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, la FNES. Madame Sophie Frein, présidente de la commission spécialisée prévention au Conseil régional de la santé et de l'autonomie de Bretagne. Vous êtes également membre du comité régional de vaccination Covid-19. Et enfin, le professeur Emmanuel Hirsch, docteur en philosophie, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay et directeur de l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France. Devant votre écran, n'oubliez pas que vous pouvez à n'importe quel moment intervenir en posant vos questions ou en laissant des commentaires. Nos invités se feront un plaisir d'échanger avec vous sur ces différents sujets. Mais avant de rentrer dans le vif de ce webinaire, je vais laisser la parole à Madame Fabienne Collas, présidente de la Mutualité française de Bretagne. Madame la présidente, la parole est à vous et je crois que vous souhaitez prendre de la distance ou plutôt de la hauteur avec ce sujet d'actualité, le tout, comme d'habitude, avec emphase et sincérité. Merci Christian, c'est très joliment dit et c'est exactement ça nos objectifs pour ce soir. Donc effectivement, à la Mutualité française de Bretagne, nous avons choisi de vous parler ce soir de la crise liée au Covid-19. Oh là là, vous allez me dire, une thématique pas très originale. Peut-être même que vous allez me dire que vous saturez un peu. Et pourtant, nous, on pense que cela vaut le coup d'échanger sur ce sujet et de prendre un peu de distance grâce à nos 3 invités de marque. Donc, à la Mutualité française, on défend l'éducation, y compris à la pensée critique. Et donc, c'est ça qu'on vous invite à faire ce soir. En guise d'introduction, je voudrais juste partager avec vous quelques constats et puis rajouter quelques interrogations. Je crois que nos invités auront déjà pas mal de questions, mais je leur en soumets de nouvelles. Alors, quelques constats. Si je vous dis que la crise liée au Covid rime avec bienveillance, je pense que vous serez d'accord avec moi. On peut faire référence aux messages délivrés envers les professionnels de santé ou bien encore aux nombreuses actions de solidarité déployées auprès de la population. Je peux aussi vous dire que la crise liée au Covid rime avec défaillance. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. On peut en tout cas, pour mémoire, évoquer la problématique des masques tout au début de la crise liée au Covid. La crise liée au Covid, elle rime aussi avec méfiance, défiance. C'est peut-être un peu plus notre sujet de ce soir. Et on songe bien sûr au vaccin, tant attendu, mais aussi combattu. Et donc, première question, est-ce que la crise liée au Covid pourrait rimer avec confiance, transparence? À la Mutualité française, en tout cas, avec nos professionnels et nos établissements médico-sociaux, nous sommes pleinement engagés dans la campagne de vaccination. On a coutume de dire que nous sommes un partisan historique et assumé de la vaccination. Et on aime rappeler que le vaccin reste la meilleure des protections mutuelles contre les maladies épidémiques. Voilà. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag pour nous protéger, je me fais vacciner. C'est donc au nom de nos valeurs de solidarité et d'altruisme que nous défendons cet acte.
Nous pourrions toutefois questionner d'autres valeurs, valeurs de notre chère République. Alors, liberté. Ce n'est peut-être pas tant une question de liberté que de responsabilité. Je me vaccine car je suis acteur de ma santé et de celle des autres. Je pense que le professeur Emmanuel Hirsch commentera cette notion de liberté au regard du confinement, de la vaccination. Égalité. À la mutualité, nous agissons pour un égal accès à la santé de toutes et tous. Nos établissements médico-sociaux et nos centres de soins mutualistes tentent d'y répondre. Est-ce qu'on peut dire que la gestion de la crise liée au Covid a privilégié une approche égalitaire? Question. Est-ce que l'approche ciblée, différenciée dans le cadre de la stratégie vaccinale ne comporte pas des limites? En tout cas, on peut dire que depuis le début de la crise, il semblerait que les inégalités sociales de santé aient été exacerbées. Les acteurs du champ social, médico-social n'ont eu de cesse d'alerter les décideurs de santé. Sophie Frein évoquera très certainement les disparités issues de la gestion de cette crise. Et dernière valeur chère à notre République, fraternité. Alors, c'est le thème du congrès de la mutualité française qui devait avoir lieu en juin de cette année et qui est reporté en septembre 2022. On peut dire que la crise sanitaire liée au Covid est aussi une crise du lien social. Notre santé mentale en a également pris un coup. Et ça, ce n'est pas le docteur François Boudier qui me contredira. Nous avons aujourd'hui besoin de nous retrouver pour renouer avec la convivialité, mais aussi pour penser la société de demain. Plus que jamais, notre société a besoin de fabriquer ou refabriquer du commun, de tisser ou retisser des liens. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais notre président de la mutualité française, Thierry Baudet. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci Madame la Présidente pour cette introduction pleine de confiance en l'avenir et de bienveillance. Rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le cœur de notre sujet qui est, je vous le rappelle, Covid-19 et vaccination, venir à bout de l'épidémie et à quel prix? Madame la Présidente, vous avez soulevé beaucoup de questions. La première que j'ai envie d'adresser à nos spécialistes sera à l'adresse du professeur Hirsch. Vous avez récemment publié Une démocratie confinée, l'éthique quoi qu'il en coûte, l'ouvrage que je présente à l'écran, que j'ai reçu ce début de semaine. Vous me pardonnerez, professeur, je n'ai pas eu le temps de complètement le lire. En tout cas, je l'ai parcouru avec attention et je vous ai écouté aussi lundi soir dans l'émission de Laura Adler sur France Inter, L'Heure Bleue. J'ai appris qu'on avait des goûts musicaux en partage, puisque vous étiez un fan de Leonard Cohen. Donc ça m'a rassuré sur la qualité de l'intervention que vous alliez dispenser ce soir. La première question que je voulais vous poser, c'est votre regard et votre sentiment sur les 18 mois que nous venons de traverser. Quel bilan on peut tirer aujourd'hui? D'abord, merci de l'invitation et merci de ce que fait la mutualité, y compris en dehors des pandémies. Et à nous rappeler qu'il y a des valeurs qui nous arraisonnent à des principes, qui nous donnent des repères et qui permettent, à mon avis, de vivre ensemble. Et c'est un défi pour les jours, pour les mois qui viennent. Donc, merci de m'inviter. Et j'aimais bien la tonalité de l'introduction sur la question des valeurs, puisque lorsqu'on est confronté à une situation de crise, ce sont nos valeurs qui sont interrogées, nos capacités à la fois de les défendre, de les promouvoir, et à l'épreuve du réel, ce réel qui a été inattendu depuis plus d'un an. Qu'en est-il de notre capacité de faire vivre les valeurs de la République? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, ma position, ce n'est pas la position d'un observateur avec des concepts intellectuels. C'est un citoyen parmi d'autres qui, dans son champ de compétences, et qu'est l'éthique médicale, a été effectivement interpellé parce que depuis des années, on savait qu'il fallait se préparer à une situation de crise et que la crise, la pandémie qu'on vit aujourd'hui dépasse le côté sanitaire. Elle interroge une société à la fois dans ses capacités, puisqu'on a vu que, notamment au cours du premier confinement, on a découvert des ressources totalement inattendues qui donnent un sens profond à ce qu'est une république, puisque des gens sont mobilisés. Les inconnus de la République nous ont fait la démonstration de ce qu'était une capacité de mobilisation et d'intelligence du réel. Donc ça, c'est l'aspect positif. Mais à travers la crise, on a une révélation, en tous les cas un éveil à toutes sortes de problématiques qui sont celles de notre société, ou de notre société à travers aussi une dimension internationale. Donc la complexité, c'est de savoir comment aborder la question d'une pandémie
sans chercher à en comprendre ce qu'elle signifie. Et ce qui a été, me semble-t-il, le plus dramatique depuis le début de cette crise sanitaire, c'est la gestion gouvernementale d'un entre-soi qui a exclu véritablement la société au processus décisionnel. Voilà. Et je pense, pour avoir vécu les années SIDA, qu'on avait un certain nombre de références en termes de démocratie sanitaire, en termes de mobilisation d'une société, pour être différent dans notre approche à la fois du risque et aujourd'hui de ces incertitudes, puisqu'on ne sait pas au moment où on parle ce dont demain sera fait. Donc vous avez le discours gouvernemental qui se résume à annoncer chaque jour des performances en termes de vaccination, alors que notre société est perclue, ébranlée en profondeur, à la fois dans ses repères et dans une crise qui, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, et il faut en être conscient, peut aboutir à une crise sociale, puisque, d'une part, nous avons des endeuillés, et les endeuillés du Covid-19 méritaient mieux que le tweet du président de la République pour dire notre considération à la fois à l'égard des défunts et de ceux qui ne se remettront pas de ces deuils profonds. Puis on a aussi tous ceux qui ont perdu ces derniers mois, ceux à quoi ils étaient attachés, un projet de vie, le sens d'une existence. On a également celles et ceux qui, plus jeunes, ont un avenir à penser, à concevoir et qui voient dans quelles difficultés ils se trouvent. Et puis on a le désordre de la parole publique qui a fomenté une crise à l'égard de l'intergénérationnel, qui a créé une crise à l'égard des légitimités, notamment médico-scientifiques. Bref, on a tout ce désordonnement qui, pour moi, dans mon analyse aujourd'hui, fait qu'on est une société encore plus meurtrie par la gouvernance de la pandémie que par la pandémie elle-même. Donc, comment reprendre nos marques? Comment aborder demain, dont on ne sait pas ce qui sera fait, puisque c'est bien d'avoir un discours fait de promesses, mais je me rappelle que le 11 mai aussi, à la suite du premier confinement, c'était le retour de la liberté et on avait déjà dépassé les problématiques alors qu'on aurait dû déjà analyser les problématiques auxquelles on avait été confronté pour essayer de comprendre comment se situer par rapport à des enjeux. Donc on est dans un contexte de désorganisation, une désorganisation qui peut être aussi considérée comme une forme d'organisation politique. Et on a le sentiment, et c'est ça qui est très inquiétant, qu'un certain nombre de responsables politiques, qui sont peu nombreux finalement à vouloir tout gérer, ont déjà la tête dans un agenda qui est celui des prochaines élections et qu'ils ont envie de prendre leur distance par rapport à la pandémie. Voilà. Donc pour vous donner mon point de vue, et ce n'est pas un point de vue de professeur d'éthique, c'est celui d'un citoyen, une grande inquiétude pour les semaines et les mois qui viennent, non pas uniquement au regard des variants, au regard de tout ce que nous disent les spécialistes de santé publique, les épidémiologistes, mais au regard d'une crise sociale dont on n'a pas encore cerné véritablement les contours et dont on voit mal de quelle manière on évitera l'effet boomerang. Pour vous, la crise sociale, c'est un vrai risque. Moi j'ai noté quand même que vous n'avez pas été très tendre avec l'action du gouvernement. Vous parlez d'une gouvernance solitaire et entre experts, d'une circonstance imprévisible qui aurait d'emblée justifié une concertation publique. Pour vous, on n'a pas suffisamment capitalisé, on n'a pas suffisamment regardé et écouté l'histoire. On aurait dû s'inspirer des crises précédentes pour monter un dispositif ad hoc plus en adéquation avec ce qu'on aurait dû en attendre. Attendez, vous parlez du mot tendre. D'abord, je n'ai pas à être tendre comme citoyen, ce n'est pas l'importance. Mais je ne vois pas autour de moi beaucoup de personnes qui considèrent que la gouvernance de la pandémie ait été à la hauteur des enjeux. Voilà, ça c'est un premier point. Alors on pourra nous dire, mais est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Oui, on aurait pu faire autrement et on pourra en parler. Donc, ma position, c'est celle d'un citoyen, mais un citoyen éclairé. Je suis en relation directe avec ceux qui apportent l'expertise. Je suis au cœur de Paris-Saclay également sur toute la réflexion sur qu'est-ce que c'est une science confrontée à une situation d'incertitude. Donc, on a eu tout ce débat, toutes ces controverses en termes de légitimité. Mais quand vous dites « je ne suis pas tendre », encore une fois, ce n'est pas le problème d'être tendre ou pas. Je suis consterné par la manière dont la réalité a été gérée. Mais je suis un homme qui assume ses responsabilités. On en parle comme ça, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Une fois qu'on a dit ça, ma vraie question, c'est, comme j'ai une confiance très très relative dans les capacités aujourd'hui de l'État à assumer les responsabilités, c'est d'être plutôt auprès de celles et ceux qui agissent sur le terrain et dont on peut penser qu'elles détermineront, ces personnes, l'avenir de notre société.
Donc, j'ai une confiance très relative dans la gouvernance, mais je ne mets pas en cause la qualité des personnes qui nous gouvernent. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de respect pour le président de la République, je suis très légitimiste. Je regrette et je déplore, mais on pourra en développer tout un ensemble d'éléments, et je le développe d'une manière plus argumentée que d'une manière sensible. Vous direz, oui, je ne suis pas content, ce n'est pas ça du tout. J'argumente quand même dans mes travaux. Je ne suis pas uniquement dans une position rapide et idéologique. Mais je regrette, par exemple, que le Parlement n'ait pas été la chambre d'écho de ce qui se passait au niveau de notre nation, et qu'il y ait eu si peu de prise en compte de ce que les gens ont fait au plus près du terrain. Donc, cette espèce de pouvoir exercé dans un entre-soi à travers un conseil de défense sanitaire, et cette position dans laquelle on a mis la société française dans l'attente de la décision prophétique d'un président qui, le 29 janvier, a eu comme seule décision celle de faire un pari au notre nom. Tout ça m'inquiète, voilà. Et je dirais que le pari actuel, le nouveau pari du président, qui est la crise est bien derrière nous, et préparons-nous à l'avenir, puisque l'avenir sur les prochaines élections, pour moi, c'est quelque chose d'inquiétant. Voilà, je le dis en toute simplicité, je n'ai pas tenu un discours sur les questions éthiques qui étaient fondamentales. Ça a été de la priorisation, de l'exclusion de tout ce qui était la démocratie sanitaire, notamment dans la prise en compte des personnes atteintes de maladies chroniques. Enfin, bon, j'imagine qu'on va revenir sur ce sujet, mais également de toutes les questions fondamentales qu'on aurait pu aborder, comme par exemple qui, dans la hiérarchisation des arbitrages, sera prioritaire dans l'accès au vaccin, pour prendre un exemple précis. Donc, vous voyez, si je vous fais l'inventaire de ce que l'on aurait pu faire et qu'on aurait pu faire autrement, vous voyez à quel point mon désappointement, c'est pas, je ne suis pas tendre avec le gouvernement, c'est pas ce qu'on attend de ma part. Je suis comme un citoyen, tout à l'heure on parlait d'esprit critique. La démocratie, c'est le débat, c'est l'esprit critique, c'est la discussion, pas parce qu'on est dans un état d'urgence qu'on doit confiner la pensée. Et puis, d'une manière générale, certains se sont arraisonnés encore le courage ou la dignité d'avoir une parole discordante. Il faudra voir dans les mois qui viennent, encore une fois, ce qu'aura été, quand on mettra à plat ce qu'aura été la politique gouvernementale. Et un indice qui, pour moi, est aussi très significatif de l'état d'esprit du gouvernement, le président de la République m'avait demandé, je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce que Denis Pittet mène une mission d'investigation, donc un rapport qui devait être rendu au mois de décembre, n'a jamais été rendu alors qu'il est terminé, et qui était vraiment aussi important que les rapports parlementaires, ceux du Sénat et de l'Assemblée nationale, dont on n'a pas été assez attentif à ce qu'il disait et à ce qu'il proposait pour réformer une gouvernance au jour le jour, dont on n'a même pas à dire à quel point elle est chaotique, puisque c'est malheureusement des effets d'évidence que malheureusement toute la société partage, qui explique la défiance et la suspicion à l'égard de tout, y compris en matière de vaccination. Voilà, donc c'est une personne à la fois accablée qui vous parle, mais convaincue qu'on saura, j'allais dire, tirer un certain nombre d'enseignements. Et dernier point qui m'a désappointé, Marlène Schiappa, au nom du président, nous annonce le dimanche dernier des États généraux sur la laïcité, sujet très, très intéressant. Je pense qu'on aurait pu aussi envisager des États généraux sur la pandémie grippale, ce que je demande depuis quasiment un an. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la démocratie, il faudra la retrouver. Heureusement qu'un certain nombre de personnes sur le terrain nous ont donné à penser qu'elle était maintenue vive et forte, justement par des interventions souvent anonymes. C'est ce qui me rassure. Alors justement, j'attrape la pierre que vous me tendez sur les acteurs de terrain. Je me retourne maintenant vers Madame Sophie Frein. Vous êtes présidente de la commission spécialisée prévention au CRCM, et vous êtes également infirmière, Madame Frein. Autrement dit, une invisible, comme le disait justement Monsieur Rich, une héroïne retombée aujourd'hui dans l'oubli. Ça, c'est les mots de Monsieur Hirsch. Comment vous avez vécu, vous, cette période sur le terrain, en proximité avec cette difficulté? Alors, c'est vrai qu'en tout début de pandémie et au tout début du confinement, avant même le confinement, en fait, on était soumis aux messages contradictoires. On l'a bien vu avec les masques qui n'étaient pas disponibles. D'un côté, on sentait que les soignants avaient été vraiment effrayés par ce qui se passait au niveau mondial, et le message contradictoire qu'on pouvait avoir dans les hôpitaux, n'ayant pas de masque, forcément, alors forcément,
peut-être pas, peut-être qu'il aurait mieux valu certainement dire au personnel qu'on n'avait pas de masque et qu'il fallait faire sans. Mais les discours étaient qu'on n'en avait pas besoin, on n'avait pas besoin de se protéger. Et donc ça a été assez compliqué, je pense, pour les personnels soignants en tout début de pandémie. Vous pensez qu'on n'a pas Ensuite, eu une bonne communication pendant cette gestion de la crise? La communication n'a pas forcément été à droite ou adaptée ou à la alors hauteur? moi, j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux dire je ne sais pas et je n'ai pas plutôt que de vouloir donner des fausses, je ne sais pas si c'est une fausse excuse, mais des fausses informations pour justifier le manquement qu'on avait en termes de prévention, parce que clairement, c'était un manque de prévention et d'organisation. Voilà, on a beaucoup critiqué notre ancienne ministre de la Santé sur le fait qu'elle ait beaucoup dépensé en masques, en vaccins, etc. Mais au moins, elle était à fond dans la prévention et on a perdu tout ça au fur et à mesure des années parce qu'on a eu la chance de ne pas de nouveau être exposé à cette pandémie. Et puis après, comme vous le disiez, il y a eu cette période où vraiment où l'entraide s'est mise en place quand il y a eu le confinement. Alors, une entraide entre soignants. Personnellement, moi, je travaille dans le secteur de la prévention. J'ai, en plus de mon activité, je suis retournée dans le secteur du soin pour apporter de l'aide à mes collègues. Mais on le voyait, il y a une entraide entre commerçants, ceux qui étaient dits essentiels et les autres, mais ils s'entraidaient entre eux de sorte à ce que pouvoir écouler cette marchandise, l'entraide entre voisins, tout ça, ça a eu une vraie importance. Et puis, au fur et à mesure du temps, suite au premier déconfinement, on a l'impression que ça a fait pchit, en fait, qu'on a oublié un petit peu tout ça. On n'a pas entendu la précarité des étudiants, par exemple, où elle a été peut-être sous-estimée. Pourtant, nous, localement, on essayait de faire remonter les messages des aides sociales. Donc voilà, on était partagés entre ce besoin d'être solidaires tous entre nous, en tant que citoyens et en tant que soignants, et puis ces informations, des informations perpétuelles qui nous ont beaucoup perturbés, mais comme n'importe quel citoyen en fait. Madame Frein, il y a quelques jours, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez que vous trouviez notre système de santé assez malade. J'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui après ces 18 mois de crise? Vous êtes lessivé sur le terrain? Alors, le système de santé malade, ce n'est pas une nouveauté, hein. Enfin, ça fait plus de 30 ans que je suis infirmière, ça fait 30 ans qu'on dit que le système de santé est malade et que les personnels soignants souffrent. Donc, voilà, c'est un peu plus mis en avant sur cette période-là. Mais pour moi, c'est vraiment pas une nouveauté. On a la chance en Bretagne d'avoir été moins touché quand même par cette pandémie. Donc, on souffre certainement moins que nos collègues qui sont dans des régions fortement touchées. Mais de façon générale, ça fait des années que en tout cas, je parle pour ma profession, que les infirmières sont épuisées. Pourquoi y a-t-il une fuite aussi importante et une infirmière diplômée va exercer en moyenne 4 ans pour 3 ans d'études? Il faut se poser les bonnes questions. Il y a un moment donné, je pense qu'on n'est quand même pas infirmière ou infirmier, excusez-moi, par hasard. C'est-à-dire que si on fait autant d'études et qu'on se décourage aussi vite, c'est qu'on n'arrive pas à se retrouver dans le système de soins. Alors, il n'y a pas que des histoires de planning, de salaire, etc. Il y a aussi le système de soins dans lequel on ne se retrouve pas. Pour en revenir à la dimension éthique, vous me disiez également que vous n'aviez pas compris le choix qui avait été fait de sectoriser ou de prioriser la vaccination. Pour vous, le mot d'ordre d'emblée, ça aurait dû être on vaccine tout le monde, quoi qu'il en coûte, j'ai envie d'ajouter. Le fameux quoi qu'il en coûte. Alors, je pense que les politiques, c'est compliqué de prendre la bonne décision, hein. Je ne veux pas jeter la pierre à personne, mais c'est vrai que déjà de tergiverser, d'avoir
Ces temps entre le consentement, la vaccination, etc., ça donne l'impression qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Donc, je pense que ça aide pas à prendre les bonnes décisions. Ça permet aux vaccinosceptiques de faire leur travail de fond et je le mets très entre guillemets, de saper tous les mots de prévention qu'on peut avoir. On a certainement plus cherché à protéger le secteur de soins et les réanimations via la vaccination des plus sensibles. Et qu'entend-on par plus sensibles? Certes, les personnes âgées, mais on a mis du temps aussi à vacciner les personnes qui sont chroniques, qui sont aussi des personnes sensibles. Et puis, à force, on finit par décourager certainement les personnes qui étaient les plus volontaires pour aller se faire vacciner. Mais ça a été ça continue en fait, hein. Les messages qu'on a, les soignants qui sont vaccinés, on arrête tout. Et puis le délai entre les deux injections, tous ces discours contradictoires, ils ne nous aident pas en fait à savoir comment nous situer, nous en tant que citoyens. Et les soignants restent des citoyens comme les autres. Donc, moi, j'aurais eu tendance personnellement, mais ça reste quelque chose de très personnel, à vouloir commencer par vacciner tous ceux qui veulent se faire vacciner. Alors, je comprends, il y avait des problèmes de dose, j'entends moins les problèmes d'organisation parce qu'on voit que sur le terrain, ça fonctionne très bien entre les centres de vaccination qui tournent, les professions libérales qui ont été tout de suite... alors, j'aime pas le mot au front, mais qui sont portés volontaires tout de suite. C'est l'intelligence de terrain à laquelle faisait référence tout à l'heure Emmanuel Hirsch. J'ai pas compris, excusez-moi. Je disais, c'est l'intelligence du terrain à laquelle faisait référence M. Hirsch. C'est dommage qu'on ne l'ait pas plus impliqué, le terrain. On avait quelque chose de vraiment trop descendant. Et je pense que chaque territoire a ses particularités. Et puis, c'est la promotion et la prévention de la santé, c'est aussi être au plus proche de chacun et de connaître chaque particularité du terrain. Monsieur Boyer, j'ai envie de vous relancer. Pourquoi, d'après vous, cette crise a été aussi difficile à gérer? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à participer à ce débat. Moi qui suis très loin de vous dans l'Est et qui a été peut-être plus touché par cette crise qu'en Bretagne. Mais moi, je crois que peut-être un peu en écho à ce qu'a dit le professeur Emmanuel Hirsch, je pense qu'il faut avoir une certaine humilité et une certaine modestie par rapport à cette crise et à sa gestion. Et je voudrais revenir simplement sur des crises passées. Alors, il y en a une que j'ai vécue directement parce qu'à l'époque, j'avais des responsabilités nationales auprès du ministre de la Santé, qui était Bernard Kouchner, et auprès du directeur général de la Santé, qui était Joël Ménard. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette crise autour de l'hépatite B, où on voulait vacciner tous les enfants, en particulier en 6e. C'était dans les années 90. Et finalement, le ministre a décidé un peu brutalement d'arrêter tout ça parce qu'il y avait de grandes polémiques autour de cette vaccination contre l'hépatite B. Et je me suis aperçu à travers cette expérience, puisque je n'étais pas en position de décideur, mais en position de conseiller et d'organiser au niveau national, je me suis aperçu que c'était excessivement compliqué de gérer une crise sanitaire. Et le deuxième exemple que je veux prendre, c'est la crise liée à la grippe H1N1. Alors, vous savez que c'est une crise qui n'a pas eu lieu. Ça, c'était 10 ans après. La crise de la grippe H1N1, alors que tous les spécialistes mondiaux de la virologie et les épidémiologistes disaient qu'on allait avoir une pandémie comparable à celle de la grippe espagnole, eh bien, cette pandémie n'a pas eu lieu. Mais, je crois que Sophie Frein l'évoquait tout à l'heure, on a eu une ministre qui, à l'époque, avait voulu anticiper. Et rappelez-vous, elle avait acheté 94 millions de vaccins. On lui en a fait le reproche, par ailleurs. Alors aujourd'hui, on court après les vaccins, on n'a pas assez de vaccins. Elle avait acheté des millions de masques. Ses successeurs ont détruit ces masques
et n'ont pas renouvelé le stock de masques. Et puis, rappelez-vous aussi, elle avait mis en place des vaccinodromes qui étaient restés complètement vides, puisque finalement, comme cette pandémie n'est pas arrivée, les gens ne sont pas venus se faire vacciner. Je vous rappelle quand même que les vaccinodromes ont été, il y a quelques semaines, très critiqués, et puis maintenant qu'on veut vacciner de manière massive, on a remis en avant ces vaccinodromes. À la suite de cette crise, Roselyne Bachelot a eu des poursuites judiciaires. Il y a eu des rapports, en particulier des parlementaires qui étaient excessivement critiques. Il y avait eu des rapports de la Cour des comptes aussi qui mettaient en cause la gestion de cette crise et la légèreté avec laquelle notre ministre de l'époque avait géré la crise. Donc on voit bien qu'un ministre qui avait pris ses responsabilités, qui avait anticipé, eh bien, a été très, très critiqué par l'ensemble les journalistes, les élus, la Cour des comptes, etc. Et je pense qu'il faut être très, très modeste par rapport aux critiques qu'on peut exprimer aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un certain nombre de critiques à faire vis-à-vis de notre gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas que cette crise, c'est aussi une crise de confiance, confiance envers les politiques, confiance envers les médecins, confiance envers les journalistes? Oui, alors il y a effectivement une crise de confiance qui existe. Quand on a préparé cette émission, je vous avais dit qu'il y avait 3 mots-clés pour moi. C'est la confiance, c'est l'anticipation et la solidarité. Cette notion de confiance, elle a été d'emblée fragilisée, je dirais, à 3 niveaux. Au niveau de nos gouvernants, au niveau des scientifiques et aussi au niveau de la démocratie en santé. Alors, je voudrais revenir, si vous me laissez quelques minutes, sur ces 3 points. D'abord, au niveau de nos gouvernants, c'est vrai que quand on se compare aux autres pays, la confiance en nos gouvernants par rapport à cette crise est excessivement faible. Elle était faible au début, elle était faible à mi-parcours, elle est encore faible aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème. Et l'hypothèse que je pose par rapport à ce manque de confiance vis-à-vis de notre gouvernement, c'est qu'il y a eu 2 péchés originels. Il y a ce qui vient d'être évoqué autour de l'affaire des masques, c'est-à-dire qu'il manquait de masques. Il y avait aussi des messages contradictoires sur l'utilisation des masques, en particulier du côté de l'OMS. Et plutôt que de jouer la transparence, c'est vrai que le gouvernement n'a pas utilisé la transparence. Et puis, il y a une deuxième hypothèse que je mets en avant, c'est d'avoir utilisé la peur. Rappelez-vous le premier discours de notre président de la République, il parlait de guerre. Et si on compare à ce qui s'est passé dans d'autres pays, le discours des dirigeants a été plutôt un discours plus bienveillant, peut-être un petit peu moins agressif. Et je crois que cette notion de peur, elle ne peut pas établir la confiance. On ne peut pas établir la confiance en mettant en avant la peur. Donc ça, c'est le premier problème par rapport à la confiance dans notre gouvernement. Et puis, il y a aussi la confiance dans les scientifiques. Il y a une quinzaine de jours, Libération titrait « La désinformation médicale, l'autre pandémie ». C'est vrai que beaucoup de nos collègues se sont exprimés sur les médias, beaucoup ont été invités et réinvités par les journalistes, et c'est vrai qu'il y a eu des messages absolument contradictoires qui n'ont absolument pas renforcé la confiance des Français, en particulier, on va dire, dans la science. Et puis, il y a une troisième composante qui a fragilisé cette confiance, c'est l'absence de démocratie en santé. Et là, Emmanuel Hirsch et Sophie Frein l'ont évoqué. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Je crois que aussi bien la démocratie institutionnelle, c'est-à-dire les CRSA ou les conseils territoriaux de santé, ont été dans la majorité des cas peu associés
aux décisions qui ont été prises par rapport à cette pandémie. Et puis, au niveau de la participation citoyenne, là aussi, elle a été peu activée. Donc, je crois que cette confiance, elle n'était pas au rendez-vous parce que elle n'était pas au rendez-vous par rapport à notre gouvernement, par rapport aux scientifiques et par rapport, je dirais, à l'activation de la démocratie en santé. Alors, peut-être juste avant de parler de démocratie en santé ou de revenir sur les actions qu'on aurait pu ou dû mettre en œuvre pendant cette crise, on a pas mal de commentaires sur le blog et de questions. Alors, je vous les livre. Elles sont toutes quand même un peu orientées sur la vaccination et sur les différents vaccins. Pouvez-nous rassurer, en tant que docteur, est-ce qu'on doit se faire vacciner? Est-ce qu'on doit avoir confiance dans ces différents vaccins, que ce soit l'AstraZeneca, le Johnson & Johnson, le Sputnik, et est-ce qu'ils vont être efficaces contre les nouveaux variants? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la vaccination, mais je crois que, enfin, de manière générale, on peut avoir confiance en la vaccination. Enfin, c'est une approche qui est développée depuis des années et des années. Alors, je suis originaire du pays de Pasteur, donc je suis peut-être influencé par cette proximité avec Pasteur, mais c'est vrai que la vaccination, ça a été une conquête incroyable et il y a des millions et des millions de gens qui sont vaccinés chaque année sur la Terre entière et ça a permis en particulier d'éradiquer beaucoup de maladies. Alors c'est vrai que ces vaccins sont des vaccins nouveaux, mais on a en France une pharmacovigilance qui est particulièrement justement vigilante par rapport à l'ensemble des médicaments et en particulier par rapport aux vaccins. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir cette méfiance en la vaccination. Alors, c'est vrai qu'il y a différents types de vaccins. Il y a les effets secondaires, mais pour tous les médicaments, il y a des effets secondaires. Même pour le paracétamol, qui est un médicament que nous prenons de manière tout à fait courante, si vous regardez le petit papier qui est à l'intérieur de votre boîte de paracétamol, il y a des effets secondaires qui peuvent d'ailleurs être assez graves. Donc, dans tous les médicaments, il y a toujours des effets secondaires. Et après, il faut faire la balance entre le bénéfice et le risque. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on a plus de bénéfices que de risques par rapport à cette vaccination. Bon, en tout cas, merci de nous réassurer. Monsieur Hirsch, je me retourne vers vous. Vous parliez d'action tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on aurait dû mettre en place? Vous parlez souvent du processus de décision et de la concertation. Vous pensez que la concertation, c'est un peu le segment qu'on a oublié pendant cette crise? On ne vous entend pas, on vous entend pas. Il faut remettre votre micro. Je vais répondre à votre question, mais j'ai été un petit peu abusé par la première question quand vous parlez de douceur et j'ai eu la maladresse de vous répondre. En fin de compte, ce n'est pas mon opinion qui est importante. Et je peux avoir mon sentiment comme citoyen et je prends mes positions et je les assume. Mais là où on a une grande responsabilité, alors je comprends tout à fait le propos de François Vaudier, il dit qu'il faut être humble, effectivement, il faut être compréhensible. Ça dépend du point de vue qu'on a. Quand on a été directement touché, victime, on a peut-être moins de compréhension au niveau de décisions qui ont été mal prises ou pas prises. Mais il se fait que je travaille ces questions depuis des années. Et je vais en dire un mot par rapport au modèle SIDA. Mais je vais vous montrer juste, parce qu'il faut être objectif, c'est-à-dire j'incite celles et ceux qui regardent cette émission à lire ce qu'on a fait. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement le travail comme ça, ce n'est pas des supputations comme ça réactives en fonction de l'actualité. On a travaillé avec, à l'époque, vous avez évoqué Joël Ménard, pour lequel j'ai la plus grande considération. À l'époque, il y avait Didier Houssin qui travaillait avec Roselyne Bachelot. Toute notre équipe a travaillé pendant 3 à 4 ans sur la préparation du H1N1. On avait sorti un livre en 2009, que je vous incite à voir, un livre collectif, un gros livre, où tout ce qui s'est passé depuis un an était déjà anticipé, c'est-à-dire la priorisation, les morts, bref. Ne disons pas donc qu'on n'avait pas des travaux de référence. Je ne vous parle pas des travaux aussi de l'OMS. On peut s'interroger sur le fait qu'on ait occulté, c'est-à-dire que le gouvernement et le chef de l'État aient occulté toute une culture qui était extrêmement fine, ne serait-ce que pour la vaccination. Je vous incite vraiment à regarder tous les documents préparatoires qui ont été faits par l'équipe de Roselyne Bachelot, avaient une pertinence, y compris quand on trouve le ridicule
de la prise de position du ministre des Solidarités et de la Santé. Il ne faut pas confondre précipitation, et rapidité et précipitation, et qu'il avait une opposition doctrinale par rapport au vaccinodrome. Enfin, toutes ces doctrines étaient totalement, j'allais dire, disqualifiées par l'expertise qui avait été développée au niveau international. C'est-à-dire, quand vous regardez les rapports parlementaires aussi, vous voyez à quel point il y avait une expertise qu'on aurait pu solliciter. Et là, il y a eu une indifférence générale à tout ce qui avait été fait. Puis je donne un deuxième point pour dire qu'on ne s'est pas contenté d'avoir des prises de position comme ça au gré de l'actualité. J'ai sorti cet ouvrage de 830 pages, qui est un ouvrage avec 130 auteurs en septembre dernier. On était donc en septembre dernier, il y avait déjà du recul, il y avait des analyses, il y avait des propositions à tous égards dont personne n'a pris, j'allais dire, n'a considéré que c'était intéressant. Tout ça, je pourrais pendant des heures, vous dire tout ce sur quoi on a travaillé, qui fait d'abord, premier point, on n'était pas dans l'improvisation, on a été dans des décisions qui ont été prises d'une manière très aléatoire, sans véritablement solliciter les expertises qui auraient pu être mobilisées. Ça, c'est un premier point, on pourrait le détailler. Et vous voyez, ce qui me frappe aussi, on est compagnon de route avec Jean-François Delfraissy depuis 30 ans. Et Jean-François Delfraissy a donc proposé la création du Conseil scientifique au président de la République. Et derrière tout ça, il y avait la démocratie sanitaire, puisque la démocratie sanitaire, elle a été inventée par les malades du sida, par le milieu associatif. C'est un élément important et on va retrouver ça dans la loi du 4 mars 2002. Donc, il y avait toute cette culture, et Bernard Kouchner en est aussi, j'allais dire, il en est l'investigateur en tant que ministre, mais il est de cette culture. C'était aussi Médecins sans frontières, Médecins du monde, c'était toute une culture, j'allais dire, qui s'est développée dans les années 80. Qu'est-ce qu'on a fait de ces savoirs? Qu'est-ce qu'on a fait de cette expérience qui a été transposable à la gestion de cette crise, à la gouvernance de cette crise, quand on aurait sollicité, j'allais dire, toutes les intelligences qui auraient pu être, j'allais dire, mises sur le terrain, mobilisées, et qui auraient évité tous les errements, j'allais dire, les impérities et les drames qu'on a vécus du fait d'une gouvernance confinée dans un esprit, j'allais dire, administratif. Et d'ailleurs, je distingue dans cette gouvernance la gouvernance du chef de l'État et du gouvernement de la gouvernance des ARS. J'ai trouvé par exemple que même si elles étaient un petit peu les exécutants d'une certaine façon des préconisations qui venaient du ministère, je trouve que certaines ARS, à travers les membres de ces ARS et les équipes, ont été plutôt dans une justesse à laquelle je rends souvent hommage. Et je termine juste sur un point pour dire que ce qui est dramatique, c'est qu'on est aujourd'hui à plus d'1 an de la crise, puis il n'y a pas eu de retour d'expérience publique. Et on n'est pas les seuls, mais vous avez aussi des espaces éthiques dans votre région. Regardez l'espace éthique de la région Île-de-France, vous pourrez regarder sur le site, a sorti un gros document, déjà de retour d'expérience, et avait créé au tout début de la crise un observatoire national. Donc, il y a tout un matériau, il y a toute une richesse de réflexion partagée avec des professionnels, et pas uniquement les professionnels du sanitaire, mais également du médico-social. Nous, on a fait des enquêtes sur le domicile, sur les auxiliaires de vie, bref, toute cette tessiture fondamentale et toute cette réalité, j'allais dire, qui a été totalement méprisée et ignorée par les instances gouvernementales, pour moi, c'est les éléments qui sont accablants. C'est-à-dire, on avait cette réalité de la pandémie qui a été bafouée. D'ailleurs, j'avais fait un article dans Le Monde sur la démocratie sanitaire bafouée. On n'a pas voulu faire avec. On a, je pense, quand j'analyse, parce que je suis quand même aussi allé voir comment ça se passe, pourquoi ça se passe, je pense qu'il y avait une forme de méfiance ou de défiance du gouvernement à l'égard de la société française. Et un mauvais jugement. On l'a vu pour la vaccination, on pensait que les gens ne voulaient pas se faire vacciner. Enfin, il y a eu tout un ensemble de préjugés, une méconnaissance de ce qu'est la réalité de terrain qui a abouti à des décisions qui sont des décisions souvent grotesques. D'ailleurs, sur lesquelles, au fur et à mesure des jours, on revenait. Regardez, aujourd'hui, personne ne sait qui relève de la vaccination ou pas, parce que ça change à peu près tous les jours. Donc, je termine sur un point, cette fois, d'un point de vue éthique. En matière d'éthique, tout à l'heure, vous l'avez dit, François Baudier, c'est dans tous les textes, par exemple, de l'OMS, les textes fondamentaux de l'OMS sur la gestion d'une crise, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'y a pas que la crise Covid. Vous avez les crises nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques, il y a tout un ensemble de registres de crises auxquelles on est confronté puisqu'on est dans une société du risque. Le premier point, c'était effectivement la confiance. Pour qu'il y ait confiance, il faut la qualité d'une information et que les gens
puissent l'approprier, notamment les gens les plus vulnérables. Les questions de justice, vous avez tout un ensemble d'éléments, les notions de proportionnalité dans la prise de décision, les notions d'évaluation et de contrôle de la décision par des instances neutres. Donc, quand vous faites l'inventaire, déjà de ce point de vue-là, de ce que étaient les prérequis, vous voyez à quel point le constat est accablant. Puis, vous avez un deuxième point, c'est que dans des situations de crise et d'incertitude, l'arbitrage doit être argumenté. Il ne peut pas être secret. C'est-à-dire, l'arbitrage, ce n'est pas comme demain, le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé qui vont nous dire ce qu'ils ont décidé pour nous. L'arbitrage, c'est une vraie concertation. Et on a des instances avec la Conférence nationale de santé, mais à tout niveau, qui auraient pu être consultées, et pas d'une manière symbolique en disant on vous reçoit, on vous écoute, qu'on voit d'une manière tangible comment la décision se prend, comment le processus décisionnel. Pour que vous ayez confiance, il faut qu'il y ait pour chacun d'entre nous une manière d'adhérer au sens, à la logique, à la cohérence d'une décision. Et on est prêt à comprendre qu'une décision dans un contexte de crise et dans un contexte d'incertitude est par nature évolutive. Mais au moment où, j'allais dire, on prend la décision, qu'elle soit une décision à laquelle on puisse adhérer. Et vous voyez, j'ai fait un autre article, et je termine là-dessus parce que je suis un petit peu entravé, parce qu'il faudrait à chaque fois que je développe. J'avais fait un autre article dans Le Monde sur le consentement, c'est-à-dire ce à quoi une société est prête à consentir et ce à quoi elle ne consent plus quand ses essentiels sont en cause. Ce qui explique aujourd'hui que, faute d'adhésion de l'opinion, le gouvernement, notamment le chef de l'État, a pris des mesures minimalistes, notamment en termes de décision pour le confinement, parce qu'il sait très très bien qu'on est au bord d'une rupture possible. Et je ne vais pas vous faire l'inventaire, mais je ne voulais pas vous donner le sentiment, ayant répondu à la première question d'une manière rapide. On me dit, est-ce que vous êtes doux? On ne me demande pas d'être doux, mais en termes ensuite d'universitaires, je ne parle pas de citoyens, on argumente, on fait des travaux de recherche, on a une équipe de recherche, et si je vous disais les conclusions qui sont encore provisoires qu'on tire, c'est encore plus accablant. Voilà, parce qu'on analyse aussi les décisions qui n'ont pas été prises. Et pourquoi elles n'ont pas été prises? Et ce n'est pas toujours pour des questions d'inintelligence de la réalité, c'est aussi pour des raisons de stratégie. Et donc, voilà, j'en termine pour dire que si je suis aussi réactif, ce n'est pas uniquement au niveau de ma sensibilité, de ma sensiblerie. Non, j'entends bien. Est-ce que vous avez et malheureusement d'une analyse qu'on partage avec beaucoup de personnes. Et un dernier point, quand vous dites vos collègues, François Baudier, se sont exprimés beaucoup dans les médias. Mais on a manqué de médiation, de débat autre que les médias. C'est-à-dire, tout s'est passé sur la scène publique parce que c'est une pandémie qu'on a vécue en direct, elle est planétaire, on a vécu dans les médias, sans recul, et parce que les instances qui auraient pu être des instances de médiation intermédiaire n'ont pas fonctionné, puisque le gouvernement, j'allais dire, a enfermé tout ce qui était la réflexion, tout ce qui était la décision dans un espace clos qui était l'espace politico-administratif. Voilà, c'est pour ces raisons que vous avez eu aussi toutes ces prises de position désordonnées. Et puis un dernier point du dernier point, dans beaucoup, mais je ne veux pas vous l'analyser, mais je pourrais le faire, dans beaucoup des médecins qui se sont exprimés, je ne sais pas si vous avez noté dans vos collègues, notamment les infectiologues, des médecins ou des immunologistes, c'est des gens de la génération des années SIDA. Et c'est des gens qui portent des valeurs extrêmement fortes. Et heureusement qu'ils les portent, ces valeurs fortes, parce que c'est eux qui assurent le service après-vente des décisions qui ont été prises par le président de la République sans tenir compte vraiment de la réalité humaine de cette pandémie, si ce n'est sur un point, et là je lui rends hommage, c'est de prendre en compte les personnes les plus vulnérables. Mais n'oubliez pas que dans le quoi qu'il en coûte, ce n'est pas quoi qu'il en coûte d'une manière métaphysique, c'est quoi qu'il nous en coûte. Et c'est maintenant qu'on va commencer à voir le coût à titre individuel et à titre de société. François Baudier, on l'aura compris, la question essentielle, c'est celle de la construction d'une démocratie sanitaire. Alors, pour les non-initiés, dont je fais partie, c'est quoi une démocratie en santé? Et est-ce qu'il y a des exemples de pays qui ont déjà avancé et dont on pourrait s'inspirer? Il faut remettre votre micro, on ne vous entend pas. Excusez-moi. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux types de démocratie en santé. Une démocratie en santé qui a été institutionnalisée essentiellement à travers les CRSA, et Sophie Frein peut en parler encore mieux que moi puisqu'elle préside une commission spécialisée prévention. Et d'après les échanges que nous avons eus avant cette webconférence, ils ont été très présents et très actifs dans le cadre de cette crise. Et puis, il y a une démocratie, je dirais, plus citoyenne et plus participative de terrain. C'est pour ça que
par rapport à ce que disait Emmanuel Hirsch par rapport à notre gouvernement. C'est vrai que moi, j'ai vécu cette crise en province, proche des acteurs de terrain, et puis j'ai participé aussi à un certain nombre de séminaires avec des professionnels de santé qui sont engagés sur les territoires. Et il y a quand même, mais Emmanuel Hirsch l'a dit aussi un peu au début de son intervention, et Sophie Frein en a aussi témoigné, il y a eu aussi une participation citoyenne, et elle existe toujours aujourd'hui, extraordinaire par rapport à cette crise. On sait très bien, par exemple, qu'entre l'hôpital, les professionnels de santé de l'hôpital et les professionnels de santé de la ville, on se parle très très peu. Or, à l'occasion de cette crise, poursuivre le parcours de soins des personnes atteintes de la Covid, il y a eu vraiment, en tout cas ça a été le cas dans ma région, un vrai dialogue, des vraies organisations entre l'hôpital et la ville. C'est pareil avec la dimension sociale pour la prise en charge des personnes qui sont touchées par la Covid, qui sont les publics souvent précaires, il y a besoin d'une dimension sociale. Et c'est vrai que le monde du social s'est rapproché du monde médical. Et puis, il y a des structures, alors peut-être qui existent un peu moins en Bretagne qu'ailleurs, mais qui sont les maisons de santé pluridisciplinaires. Je sais qu'il y en a en Bretagne, mais il y en a beaucoup, par exemple, dans ma région. Et elles ont joué un rôle très, très important avec des équipes pluriprofessionnelles qui pouvaient répondre de manière très, très adaptée aux besoins à travers cette crise. Eh bien, je trouve que tous ces acteurs, d'une certaine manière, ils ont fait fonctionner la démocratie en santé sur le terrain, avec les associations aussi qui intervenaient sur l'aide alimentaire, etc. Il y a eu des choses absolument extraordinaires qui se sont passées. Et moi, je pense que quand on va sortir de cette crise, évidemment, on ne sera pas pareil qu'avant, mais il y aura un certain nombre d'acquis qui passent par cette démocratie. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est le rôle des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont joué un rôle très, très important par rapport à la gestion de cette crise. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des collègues médecins généralistes ou des infirmières, etc. Elles ont découvert le rôle que pouvait jouer une collectivité territoriale dans le domaine de la santé. Et moi, je crois beaucoup à la démocratie participative au sein des collectivités territoriales. Donc, voilà ce qui est pour moi, en fait, la démocratie en santé au temps de la Covid, une démocratie institutionnelle qui a moyennement fonctionné, mais c'est variable sans doute suivant les régions. Mais par contre, une démocratie participative qui s'est beaucoup activée sur le terrain. Et en tout cas, moi, je peux en témoigner dans ma région. Sophie Frein, j'ai une question qui me semble vous être destinée. Je vous la livre. Aurait-il été plus éthique de laisser tous ceux qui veulent se faire vacciner en premier? Cela ne risquerait-il pas de privilégier les plus aisés, ceux qui ne manient Internet, travaillent, vivent près des centres de vaccination? On risque de laisser de côté les plus fragiles, car c'est un fait, les doses n'arrivent que progressivement. Alors, sachant que cette problématique, on la rencontre à l'heure actuelle, hein, c'est le fait que c'est quand même les personnes qui sont connectées, qui arrivent à avoir des rendez-vous ou par connaissance. Ou, voilà, le fait de laisser tous ceux qui voulaient se faire vacciner, ça peut permettre sur... Là, on le voit dans certains centres de vaccination, par exemple, en fin de journée, il reste des doses, autant que les personnes qui sont volontaires se fassent vacciner, par exemple. Et puis après, ce qui aurait été intéressant et ce qu'on va retrouver dans certaines communes, c'est qu'on voit que certains élus, certains CCAS se sont saisis de cette problématique justement de précarité, de personnes qui n'avaient pas de connexion Internet ou qui ne savaient tout simplement pas comment faire pour se faire vacciner ou s'ils étaient éligibles ou pas, qui ont fait un inventaire des personnes de leur commune qui pouvaient rentrer dans ce cadre de vaccination et qu'on demandait au centre de vaccination de leur réserver un certain nombre de doses pour justement que ce public plus précaire ou moins enclin à être connecté puisse bénéficier de cette vaccination. Donc d'un côté, je pense que c'est certainement
éthiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, il est certain qu'il faut prioriser peut-être en fonction des problèmes de santé qu'on a, mais pas que des problèmes de santé. Quand on est précaire, qu'on est dans un logement, on parle d'environnement favorable à la santé, mais quand on est précaire, qu'on n'a pas forcément des risques de comorbidité, mais qu'on est X dans un appartement qui est mal chauffé, qu'on ne se nourrit pas bien, est-ce que ces gens-là ne devraient pas être prioritaires également, et qu'il n'y a pas que le terme de santé, être en mauvaise santé, reprendre la définition de l'OMS de la santé, c'est-à-dire quand on a des risques psychosociaux, voilà, tout ça, ça fait partie aussi d'être en mauvaise santé. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de la personne, mais… Bon, en tout cas, elle apporte des éléments de réponse. Moi, la question complémentaire, mais j'ai vu que M. Baudier voulait intervenir. Je vous lance peut-être une question à tous les deux. Au fond, cette crise, est-ce qu'elle ne pose pas fondamentalement la question de la justice aussi et celle du contrat social républicain? François Baudier. Oui, ça je crois que c'est un élément très très important. Dans la tribune qu'on a publiée dans Le Monde il y a quelques semaines, on était sur ce sujet pour alerter par rapport au public socialement vulnérable. Alors il y a les publics médicalement vulnérables, mais aussi les publics socialement vulnérables. Et eux, c'est eux qui subissent le plus cette crise. On le sait parce qu'ils sont dans des métiers plus exposés, on le sait parce qu'ils ne font pas de télétravail, on le sait parce qu'ils prennent des transports en commun. Et donc, en plus, ces gens-là, ces personnes sont exclues aussi par rapport à ce qu'on appelle la littératie en santé, qui est une notion qui est importante. La littératie en santé, juste en un mot, c'est d'avoir accès à la bonne information, c'est de comprendre cette information, et puis c'est de mettre en pratique cette information dans le cadre d'une démarche qu'on appelle parfois une démarche d'éducation pour la santé. Eh bien, vous savez, le Santé publique France a fait un indicateur de littératie en santé. Et on s'aperçoit que les gens qui ont un faible niveau de littératie en santé, ce sont les gens les plus défavorisés socialement, et ce sont les gens qui appliquent le moins souvent les gestes barrières et qui sont les plus réservés vis-à-vis de la vaccination. Et tout ce public, un peu comme le dit Sophie Frein, ce public, il faut absolument l'accompagner, l'aider sur le terrain. Les CCAS ont joué un rôle très très important. Je parlais tout à l'heure du rôle des collectivités territoriales. Il y a aussi des ambassadeurs dans votre région, en Bretagne et à Rennes. Il y a des ambassadeurs qui sont intervenus en particulier en milieu universitaire. Donc tout l'effort que nous avons fait, nous, au niveau de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, avec les instances régionales, nos instances régionales, c'est d'essayer d'accompagner ce public qui est marginalisé. Et sur la vaccination, je suis tout à fait d'accord avec Sophie Frein, il faut absolument prioriser cette population parce que c'est la plus exposée et c'est surtout celle qui est la plus réservée vis-à-vis de la vaccination. Et si on veut qu'ils adhèrent au geste vaccinal, il faut absolument les accompagner. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire sur le terrain et c'est le plaidoyer que nous portons au niveau national à travers nos tribunes, nos communiqués. Professeur Si Hirsch, Madame Frein, je vous en prie. Si je peux juste me permettre pour rebondir sur ce que dit Monsieur Baudier, c'est vraiment le fait d'accompagner, que les gens, forcément, on est dans un monde où tout le monde pense avoir des connaissances sur tout, qui sont pas forcément les bonnes, mais le fait de comprendre, on n'est plus dans le petit soldat qui va au front sans rien dire et qui va obéir comme ça. Les gens ont envie de comprendre et je crois que vous m'aviez posé la question à un moment donné de rendre obligatoire cette vaccination. Oui. Pour moi, ce serait complètement un échec en fait de la rendre obligatoire. Ça veut dire qu'on n'a pas permis à la population de comprendre pourquoi elle devait se faire vacciner, où là, on est carrément dans la prévention à la santé. Hein. Quand on se fait vacciner, c'est qu'on prend soin de soi en se faisant vacciner, mais on prend aussi soin de l'autre, puisque du coup,
on sera moins porteur de ce virus. Et les gens, si on leur explique qu'il faut aller sur le terrain, enfin, les acteurs de promotion de la santé, ils sont habitués à travailler avec la population. Donc, c'est ces acteurs de terrain qu'il faut absolument mobiliser au plus près du public, quel qu'il soit, précaire ou pas, parce qu'il y a les vaccino-sceptiques, c'est le public précaire qui est encore plus exposé que les autres, mais on parle des personnels soignants, ils font partie de la population générale qui est vaccino-sceptique. Donc, quand on voit les taux de vaccination chez le personnel soignant, c'est effrayant. Donc la démocratie en santé, c'est aussi une question de culture et d'éducation. Ah bah complètement, l'éducation à la santé, dès le plus jeune âge, on pourrait rêver que ce soit introduit dans les écoles et qu'il y ait des temps d'éducation à la santé dès le plus jeune âge. Emmanuel Hirsch, on ne vous a pas entendu réagir sur la démocratie en santé. Pour vous, c'est un vœu pieux ou une réalité à construire ou à conquérir? Depuis 10 minutes, un quart d'heure, on est au cœur du sujet. Donc, vous supprimerez tout ce que j'ai dit avant parce que ça n'a pas d'intérêt. Là, voilà, on est vraiment dans le vrai, dans la réalité. L'intervention de François Baudier et puis l'intervention de ceux. Voilà les choses qui nous intéressent. L'écume de la gestion, en fin de compte, c'est une tragédie, mais je pense qu'elle ne mérite même pas notre attention maintenant. Enfin, il y aura d'autres comptabilités à faire par rapport à ça. Moi, je trouve qu'on est vraiment au cœur du débat. Et il ne faut pas oublier que la naissance de la démocratie en santé, c'est la politisation des questions de santé. C'est-à-dire comment, dans les années 80, des personnes malades, en alliance avec des professionnels, avec des chercheurs, c'est toute la création, par exemple, de l'association AIDE, vont s'approprier la question de la santé, on va faire une question politique. Et pour moi, derrière la démocratie en santé, c'est vraiment une dimension politique. On parle de démocratie. C'est un point à prendre en considération. Donc, le premier point par rapport à cette affaire. Et de partir des personnes les plus vulnérables, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, une société, elle est composée, et on l'a vu dans la pandémie, l'impact le plus fort a été sur les personnes les plus désocialisées, les plus vulnérables. Et tous les efforts des années SIDA, c'était d'arriver à trouver les moyens pour que les gens s'approprient le souci de soi, le souci d'eux-mêmes. Il y a des gens qui n'existent plus socialement, qui n'ont plus véritablement d'estime d'eux-mêmes, comment à travers la santé, je trouve que l'éducation thérapeutique de ce point de vue-là, ça touche à la question comment reconquérir une autonomie et une volonté d'avoir un projet, c'est-à-dire de se réintégrer dans un projet de vie, dans un projet de société. Et les intervenants aux côtés de ces personnes sont pour moi des médiateurs précieux de la vie républicaine, c'est-à-dire des médiateurs de la société. Pour en arriver juste à la question que vous posiez, quand il y a eu le débat sur le port du masque, j'ai dit porter un masque, c'est un acte politique en termes de citoyenneté, en termes de respect de l'autre et de respect de soi. C'est un acte qui touche au bien commun et, j'allais dire, aux valeurs de la République. Pour moi, la vaccination, c'est la même chose, c'est un acte politique. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement se protéger par rapport à des critères médicaux qui peuvent être discutés. C'est vraiment montrer qu'on est dans une société, qu'on a des droits, qu'on a des responsabilités. Et vous voyez, aujourd'hui, par exemple, je trouve totalement indécent la disputation de certains sur je ne voudrais pas de tel et tel vaccin parce que ce n'est pas le meilleur. Alors qu'on a le privilège dans notre société française de bénéficier de vaccins de manière gratuite et que la quasi-totalité des pays les plus en difficulté n'auront pas avant 2 ans accès aux vaccins. C'est des éléments, à mon avis, à prendre en compte dans ce que j'appelle le discours politique par rapport à une pandémie, c'est-à-dire en termes de responsabilité, en termes de solidarité. Et vous voyez, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est, et je ne vais pas revenir sur la question des chiffres des victimes du Covid-19, hein, mais c'est toute une part de la réalité de la pandémie qui n'a pas été considérée comme la plus importante, notamment sur toutes les interventions au domicile. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui interviennent au domicile. Alors, on a eu effectivement à découvrir, et la société, c'est très surprenant, a découvert la réalité des EHPAD, autrement que comme des lieux qu'on assimilait à des mouroirs. On s'est rendu compte que l'EHPAD, c'était aussi un lieu où il y avait des gens qui cohabitaient, qui avaient un projet de vie, qui avaient une exigence de relation. Bref, que l'EHPAD avait aussi une place dans notre démocratie et j'espère qu'on en tirera des conséquences importantes, comme je le vois déjà sur le terrain, pour une réforme des EHPAD. Il y a tout un ensemble de projets, à mon avis, qui sont intéressants et qui seront peut-être le bénéfice à tirer de cette pandémie. Mais le domicile, pour moi, est un lieu tout à fait important. Et les vulnérabilités au domicile sont pour moi aussi importantes
que les vulnérabilités des personnes sans domicile. Et je voulais rendre un hommage, puisque j'ai été critique vis-à-vis des instances gouvernementales, mais il y a un deuxième point où je rends vraiment hommage aux décisions publiques, c'est par rapport aux personnes en situation de vulnérabilité, les 300 000 personnes qui sont dans la rue. Et donc, il y a eu un effort tout à fait remarquable. La vraie question que je me pose maintenant pour l'après, c'est ce qu'on a fait d'exceptionnel par rapport à cette pandémie, notamment à l'égard de ces personnes vulnérables. Est-ce qu'on le fera aussi après? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on va considérer que cette réalité, qui a été quand même courageuse du point de vue de l'État, puisqu'on a mobilisé des moyens et des compétences pour permettre de sauvegarder les plus vulnérables, je trouve que c'est quelque chose de précieux qui dit quelque chose aussi de nos attachements aux valeurs de la démocratie. Mais qu'est-ce que l'on fera de ça quand on entend certains philosophes nous disant que finalement on a sacrifié la jeune génération, j'aime bien le mot sacrifier, en voulant sauvegarder des plus âgés, nos aînés, qui de toutes les manières allaient mourir, et qu'on a aussi sacrifié notre économie dans des choix qui pour moi ont une valeur éthique remarquable. Tout ça pour dire que la dimension politique, ce dont on parle maintenant, me semble quelque chose de très important. Et je voulais dire un dernier point à François Baudier, si je suis en colère, c'est précisément parce que j'ai vu aussi sur le terrain cette dynamique de l'appropriation des questions par les acteurs. Et qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça que je veux dire par là. C'est bien que ça se passe sur le terrain, et tant mieux, parce que ça a permis, dans bien des situations, d'apporter des moyens de survie à des gens qui en auraient été dépourvus, et il y aurait une tragédie encore plus grande. Mais je pense qu'il fallait une reconnaissance publique et qu'on en tire un certain nombre d'enseignements en termes d'organisation de la société pour le long cours de la pandémie. Parce que là, on parle comme si la pandémie, ça c'est les éléments de langage du gouvernement aujourd'hui, comme si elle était derrière nous. Elle n'est pas derrière nous. Elle est ici, une réalité. Elle est devant nous aussi. Et on sait qu'on rentre, et je termine sur ce point, dans une société qui est exposée à des risques. On voit les risques politiques qui sont consécutifs à la gestion aléatoire de cette pandémie auxquels on va être confronté, mais les risques de désocialisation, les risques, j'allais dire, de retour, j'évoquais tout à l'heure l'effet de boomerang des gens qui ne se retrouvent plus dans une société qui va se recomposer sans avoir vraiment réfléchi à ce qui véritablement s'est passé et qu'est-ce qu'on en tire comme expertise, expérience pour refonder un contrat social. Voilà, donc tous ces éléments, pour moi, sont des éléments à la fois de vigilance et d'inquiétude. Et je me repose, moi, sur les gens, effectivement, qui ont été au plus près de la réalité pour agir. On va dire c'est avec eux qu'on reconstituera une société. Et je pense que certains des politiques, aujourd'hui, ne nous ont pas fait vraiment la démonstration qu'ils étaient présents là où on les attendait. François Baudier, vous souhaitiez réagir au propos de M. Hirsch? Non, j'ai pas de. Non, pardon, autant pour moi. Non, je partage là l'avis complètement d'Emmanuel Hirsch. Je crois que il faut absolument qu'on capitalise sur tout ce qui s'est fait pendant cette période sur le terrain. Et c'est pour ça que, en tout cas, moi, je ne veux pas dire que j'ai une vision positive de la gestion de cette crise, mais c'est vrai que sur le terrain, on a vu tellement de choses absolument extraordinaires, tellement d'innovations qui se sont mises en place. Et c'est vrai qu'il faudrait que pour le monde de demain, on puisse capitaliser par rapport à tout ce qui a été fait. Et je pense que ça, c'est absolument important. Et nous, au niveau de notre Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, on va essayer au maximum de capitaliser. On essaye de le faire aussi avec la Fédération des maisons de santé au niveau national, puisque je vous ai dit qu'il y avait eu ces mobilisations tout à fait remarquables au sein de ces structures. Donc, en tout cas, on va essayer au maximum de capitaliser et faire que tous ces démarches de solidarité se poursuivent dans le futur. Alors, pour l'instant, on a à peu près épuisé toutes les questions qui nous étaient posées sur le fil de commentaires. Moi, je voulais vous en soumettre une à tous les trois. On a beaucoup parlé de démocratie en santé, mais on parle avant tout d'action locale. Est-ce que cette crise, ce n'est pas aussi un sujet international qui renverse les frontières? Sophie Frein? Je pense qu'on pourra s'en sortir que si on prend vraiment en compte l'ensemble du monde, parce que si nous, on se sort de cette pandémie parce que l'on est vacciné,
Que se passe-t-il au niveau international et est-ce qu'on va mettre des murs à toutes nos frontières pour que plus personne ne vienne en France? Que fait-on des réfugiés? C'est ce que je vous disais, on n'habite pas sur une île. Ben oui, on n'est pas sur une. Enfin, alors après, les Iliens, ils ont quand même. Enfin, on voit en Angleterre, hein, ça va avoir ses limites parce qu'à un moment donné, ils vont bien devoir rouvrir leurs frontières, puisqu'on est dans un monde avec un commerce international. Et puis, il y a toute cette part des réfugiés. On ne va pas pouvoir les renvoyer comme ça. Il faut qu'on reste une terre d'accueil et puis promouvoir la santé, c'est au niveau mondial. On ne peut pas regarder que devant sa porte. Il y a un moment donné, la mondialisation, ça en fait partie, de s'occuper de son voisin. C'est pas que la personne qui est à côté de chez vous, c'est l'ensemble de la population mondiale. Emmanuel Rich, pour vous, c'est un enjeu aussi, cette solidarité internationale? J'ai du mal à vous répondre parce que, encore une fois, peut-être que le décalage qu'on a, c'est un décalage générationnel. Moi, j'ai appris l'éthique sur le front du sida et pas, j'allais dire, en contemplatif, puisque j'ai présidé la 2e association nationale de recherche sur le sida, qui était Arcade Sida. Et tout dans notre travail avait une dimension à la fois nationale et internationale, puisque la lutte contre le sida a aussi développé des solidarités au niveau international. Et mon modèle, la personne pour moi qui habite ma mémoire et ma culture, c'est Jonathan Mann, hein, qui était professeur de santé publique à l'OMS. Tout ce que j'ai fait par la suite, y compris en créant l'espace éthique de la région Île-de-France, hein, ça a été inspiré par une personne qui était un professeur de santé publique à Harvard, qui est mort en 1998 dans l'accident du Swissair et qui avait été le premier directeur du programme SIDA à l'OMS. Et quand il a été en 1986 désigné directeur du programme SIDA, il a dit on ne lutte pas contre une pandémie sans se référer aux valeurs des droits de l'homme. Et dans toute sa démarche, il est d'abord allé vers les personnes les plus vulnérables. C'était toute cette dimension communautaire qui s'est développée. Donc, il y avait déjà toute la culture à l'époque aussi des French Doctors. Enfin, je veux dire, on est dans une culture qui s'était constituée. Et ce qui m'a beaucoup frappé, parce qu'on nous parle d'une pandémie, mais on a vécu une pandémie. Le sida, c'est 32 millions de victimes. Et c'est encore aujourd'hui, au niveau annuel, à peu près, dans les évaluations qu'on a, 720 000 personnes qui meurent du sida. Mais ce que j'observe, c'est qu'on a su être combatif, on a su être constructif. On aborde, par exemple, la question des vaccins et la justice dans l'accès aux vaccins, notamment dans les pays les plus démunis. Mais regardez les accords de Doha en 2003 qui permettent à des personnes de bénéficier dans les pays les plus démunis des trithérapies, pour prendre un exemple précis. Donc, on a eu tout un ensemble, j'allais dire, d'évolutions importantes, d'évolutions à la fois politiques, culturelles, en matière de santé, et aussi quelque chose que le chef de l'État, malheureusement, n'a pas compris. On parle d'alliance thérapeutique dans la démocratie sanitaire, c'est-à-dire comment la personne malade est partenaire dans à la fois la décision, dans la réflexion, dans l'information, bref, toute cette culture, j'allais dire, d'une responsabilité partagée. Donc, mais il y a eu aussi des alliances assez extraordinaires. Alors, je ne sais pas si Sophie Frein, qui est de cette culture, dans cette dynamique, l'a connue, mais quand on allait à l'époque dans les services SIDA, il y avait une proximité, j'allais dire, humaine entre les soignants, les personnes malades, les proches quand il y avait des proches, le milieu scientifique, c'était à la communauté scientifique, mais je pense qu'il y avait une mobilisation qui avait un petit peu dépassé les clivages, c'est-à-dire on était mobilisés d'une manière commune, et puis derrière, il y avait la société qui s'était mobilisée, rappelez-vous, à travers le ruban rouge. Bref, il y a eu tous ces éléments. Juste un point quand même historique qui intéressera certains. Les premiers états généraux, ce n'est pas les premiers états généraux du cancer, c'était les premiers états généraux des malades du sida. Donc on a eu un moment, effectivement, qui avait quelque chose de politique, de mobilisation de la société. Et je dirais que toute cette culture, je ne vais pas vous détailler le fait, mais toute cette culture aurait pu être utile. Par exemple, Jean-François Delfraissy, on en a beaucoup parlé, dès le début de la création du conseil scientifique, on regardera même dans les avis du conseil scientifique, demander de la concertation. Et il a demandé soit qu'il mette en place un jury citoyen, soit qu'il y ait de la concertation. Et il disait, il a dit au chef de l'État, on ne pourra pas gérer une crise aussi complexe sans qu'il y ait de la concertation, parce qu'une pandémie,
elle révèle ce qu'est une société, elle ne nous touche pas uniquement au niveau de la santé, elle nous touche à tous les niveaux. Elle est révélatrice à la fois de ressources, quelquefois, et j'allais dire d'acquis, qu'on n'estimait pas possible de voir apparaître. Donc, elle est révélatrice, mais également, elle sollicite la société à tous ses niveaux. Donc, je pense que ça a été désastreux de ne pas, j'allais dire, prendre en compte toutes ces capacités, ce qu'on appelle les capabilités, toutes ces ressources, et d'être dans des choix qui sont absolument insupportables. Je donne juste un exemple, puisqu'on parle de démocratie sanitaire. Le décrochage, c'est-à-dire l'exclusion du droit à être soigné pour des personnes atteintes de maladies chroniques. Le fait aujourd'hui que les centres experts, je prends l'Institut Gustave Roussy en matière de cancérologie avec lesquels on travaille, disent que 10 à 15% des personnes seront exposées à une surmortalité dans les 5 à 10 prochaines années, à minima, parce qu'elles n'ont pas pu bénéficier de prévention, et parce qu'on a déprogrammé des traitements qui étaient des traitements importants, que les personnes, par une communication du gouvernement qui a été très discutable, notamment en apeurant les gens, n'ont même plus osé, j'allais dire, à l'hôpital ou se faire soigner. Tous ces éléments, je ne suis pas en train de faire un retour d'expérience, mais c'est identifier d'une manière très rapide des dysfonctionnements qui sont liés à une inculture, à une incompréhension et à une suffisance politique qui est à un moment donné condamnable. Je veux dire, il fallait associer les compétences. Vous voyez, le dernier épisode qui m'a beaucoup frappé quand je suis allé sur les terrains ces dernières semaines, notamment dans des services hospitaliers, c'est le président de la République qui, du haut de sa stature, dit « ce n'est pas les médecins qui vont me dire ce que je dois faire. Ce n'est pas les soignants qui vont décider. Les décisions, ce n'est pas des décisions scientifiques, c'est des décisions politiques. » Mais aujourd'hui, les gens qui accueillent des malades de plus en plus jeunes et les professionnels qui sont auprès des familles endeuillées, qui ne comprennent pas qu'on meurt encore du Covid-19 alors qu'on a des vaccins et qu'on nous dit que c'est terminé, c'est eux qui sont sur le front. Ce n'est pas le président de la République. C'est eux qui vivent la réalité. Et donc, toutes ces injures aujourd'hui cumulées me laissent à penser en tant que citoyen que certains responsables de l'État au niveau le plus élevé ont dysfonctionné par inculture, par incompréhension et par souci de vouloir maîtriser ce qui n'était pas a priori maîtrisable, ce qui devait être partagé, y compris dans le processus décisionnel. Un processus décisionnel, ça se construit et ça se construit avec des intelligences, malheureusement, qu'on acquiert à l'expérience du terrain et dans la pluridisciplinarité des points de vue. Voilà. Tout ça a été refusé et quand demain on refera un retour d'expérience, j'espère, on verra que ce n'est pas uniquement des maladresses, c'est une opiniâtreté qui, pour moi, d'un point de vue démocratique, est très scandaleuse. Moi, je ne me contente pas de le dire, et je termine là-dessus, je le développe, et ce qui m'affecte aujourd'hui, c'est même les équipes à Sciences Po qui travaillent, il y a des sociologues qui travaillent sur le processus décisionnel depuis le début de la crise, sur les modalités de gouvernance. Leur constat scientifique est encore plus accablant que les quelques propos que j'exprime avec autant de critique. Alors, comme c'est la soirée des surprises ce soir, la technique me prévient que nous avons, en tant qu'auditeur, Monsieur Bernard Gaillard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Gaillard, il est psychologue clinicien, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, enseignant-chercheur en retraite à l'université Rennes 2. Et il a édité aux éditions de l'Harmattan, dans la collection Sciences et Société, un livre qui traite de ce sujet, quelques leçons sur les épidémies du global au local, sur les bords de la Rance. Monsieur Gaillard, est-ce que vous êtes avec nous ? Monsieur Gaillard, je vous le disais, c'est la soirée des surprises. Donc là, apparemment, il est avec nous, mais la technique ne suit pas. Monsieur Gaillard, il faut mettre votre vidéo et votre micro. Ok, alors peut-être en attendant que Monsieur Gaillard se joigne à nous, Madame Frein, j'avais une dernière question à vous poser. Quand on a préparé cette intervention, cette table ronde, vous me parliez aussi comme axe de progrès ou d'amélioration des questions d'environnement et d'urbanisme. Vous pensez que c'est un vrai sujet à explorer aussi pour construire la démocratie en santé ? J'en ai parlé tout à l'heure, l'environnement favorable à la santé, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, c'est à construire, on parlait de politique, c'est à construire avec les politiques.
Dans l'environnement favorable à la santé, il y a l'urbanisme, il y a l'habitat, on en parlait tout à l'heure, il y a l'éducation, il y a tout ça dans le mot environnement, c'est pas que la biodiversité. Je pense qu'il faut là aussi parler de façon globale et ne pas se fixer que sur une partie de l'environnement, de même qu'on se fixe que sur une partie de la santé. C'est vraiment quelque chose, avoir cette vision globale vraiment sur notre environnement et sur ce que ça peut nous apporter de positif. Malheureusement, il y a des choses négatives qui nous sont apportées via notre environnement. Le virus en fait partie. Mais l'environnement, on doit essayer de trouver tout ce qui va être positif. Par exemple, l'espace vert, c'est pas que de la biodiversité. C'est favorable à la santé parce que l'on va pouvoir avoir une activité physique, donc diminuer sa sédentarité. Donc voilà, peut-être que ça améliorera aussi notre capacité à améliorer la santé. Merci pour ces éclairages. Je vais essayer de voir si on peut reprendre Bernard Gaillard en ligne. Monsieur Gaillard, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez brancher et votre micro et votre caméra pour qu'on puisse vous voir et vous entendre? Non. Deuxième tentative infructueuse. Bon, écoutez, je vais essayer de redonner la parole à Fabienne Collas pour la conclusion. Le temps, malheureusement, tourne à une vitesse incroyable. Il va bientôt être le temps de conclure. Fabienne Collas, est-ce que vous souhaitez conclure ce webinaire? Voilà, vous êtes dur avec moi. Oui, vous savez. Écoutez, je ne vais pas faire une synthèse de toutes les interventions et il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites. Peut-être le mot que vous avez retenu. Mais en tout cas, ce que je retiens, moi, c'est la sincérité de nos trois intervenants. Et je pense que ça, c'est aussi au cœur de la gestion de cette crise ou de ce qu'on a pu reprocher dans la gestion de cette crise. Et alors, autant Emmanuel Hirsch est venu avec des gros ouvrages, là, nous a vanté, nous a mis en valeur de gros ouvrages. Du coup, moi, j'étais vite fait dans ma bibliothèque en chercher un, en me disant, il faut aussi que je vous propose une lecture. Et donc, du coup, j'avais envie de conclure avec, en faisant référence à un ouvrage d'Elsa Godard, qui est une philosophe et une psychanalyste, et qui a écrit un bel ouvrage qui s'intitule « Éthique de la sincérité, survivre à l'ère du mensonge ». Et donc, du coup, je vous cite juste une petite réflexion, histoire de poursuivre dans notre réflexion, puisque je vous ai invité à avoir un esprit critique. Elle dit « La sincérité ne va pas de soi, c'est parce qu'être sincère n'a rien d'évident qu'il est à ce point intéressant de s'interroger aujourd'hui sur la valeur de la sincérité. Si nous perçons son mystère, peut-être parviendrons-nous à résoudre une partie de nos problèmes existentiels. La sincérité pourrait ainsi s'apparenter à une véritable éthique. » C'est pas mal, non, pour conclure? C'est plutôt pas mal. Alors, du coup, est-ce que je reprends la parole? Est-ce que je tente une dernière fois de contacter M. Bernard Gaillard? Allez, soyons fous, on essaye. Bernard Gaillard, est-ce que vous êtes avec nous en ligne? Est-ce que vous avez branché votre micro, votre vidéo? Non, toujours pas. Bon, Juste, écoutez, on va en rester. Gaillard n'est pas là. Juste une petite aparté. Est-ce que vous ne trouvez pas, alors qu'on est dans cette situation, que c'est triste que nous soyons aussi désappointés? Moi, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre. Je n'ai pas apprécié ce que j'ai dit. Ce n'est pas de la sincérité, malheureusement. C'est de la vérité. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et merci de m'avoir associé à cette rencontre avec François Baudier et Sophie Frein, ce qui me rassure, c'est eux. C'est-à-dire, la vérité pour moi de cette pandémie, ce n'est pas le côté caricatural de ce que le gouvernement donne à penser de sa politique. Je trouve que heureusement qu'on a des personnes sur le terrain comme vous, qui êtes représentatifs à la fois de cette vérité de l'engagement, de cette justesse dans l'analyse. Et je voulais vous dire, vous remercier parce que à la fois votre expérience, votre engagement et ce que vous avez dit, pour moi, m'est précieux et m'est même rassurant, voilà ce que je veux dire. Mais on est quand même dans un contexte où malheureusement, au quotidien, alors tout à l'heure, François Baudier a
a évoqué les controverses entre médecins. Il n'y a pas que les médecins d'ailleurs qui controversent, il y a tous les commentaires et les commentateurs qui vont de leurs interprétations et de leurs états d'âme. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte dans cette forme de vécu au quotidien médiatisé de la pandémie, et aussi peut-être malgré tout dans l'absence d'une parole politique à la hauteur des enjeux, parce que le Parlement aurait pu être, j'allais dire, un lieu où s'exprime, se dit, d'un point de vue public, ce que nous on ressent, et où le gouvernement ne se contente pas de demander qu'on enregistre ces textes. On aurait pu donner plus d'amplitude et être plus intelligent dans la gestion politique, c'est-à-dire dans le débat d'idées. Oui, je pense que c'est aussi des éléments à prendre en compte. Et quand on reviendra sur cette pandémie, par rapport, j'ai évoqué le sida par exemple, ce qui a beaucoup soutenu les malades et la société, c'est la culture, c'est la parole, c'est la création. Là, on n'a pas eu, on a mis en parenthèse comme non essentiel ce qui est de l'essentiel. On aurait pu avoir plus de débats publics. J'ai été impressionné par le nombre de tribunes de grande qualité qui auraient pu justifier ce que j'appelle des états généraux. C'est-à-dire que sur le terrain, dans les théâtres, dans les lieux publics, à travers évidemment le respect des mesures de sécurité sanitaire, mais regardez, le Conseil économique, social et environnemental a bien fait une consultation où il y a eu 110 000 personnes qui se sont exprimées entre février et mars sur le passeport vaccinal. Donc, on a tout un ensemble de techniques et de modes d'expression. Voilà. Et ce qui me frappe, et je termine là-dessus, c'est d'abord notre désappointement, une certaine forme de désenchantement et surtout l'incertitude totale sur ce qui va se passer. Personne n'a dit qu'il avait le sentiment que la sortie de crise pouvait se construire sur la base d'éléments dont on pourrait être les coacteurs d'une certaine façon. On a évoqué la démocratie sanitaire. Je ne vois pas en quoi elle est sollicitée aujourd'hui pour penser l'après, et un après qui peut être extraordinairement sombre, et peut-être plus sombre encore que ce qu'on a vécu. Voilà, on est quand même aussi, on n'a pas totalement abordé une société dont on a dit qu'elle est meurtrie psychologiquement, mais elle est aussi, dans cette meurtrissure psychologique, meurtrie démocratiquement, puisqu'on nous a dit aussi ces derniers mois que les dictatures ont mieux fait que les démocraties. Vous voyez, donc c'est des éléments à prendre en compte. On a quitté un président des États-Unis qui inventait la vérité à sa manière, la méta-vérité. Malheureusement, on a vu aussi la méta-vérité infuser le discours politique dans notre démocratie. Voilà, tous ces éléments, me semble-t-il, d'inquiétude, font qu'on a besoin de retrouver confiance à la fois en soi et en nous. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'attends avec impatience qu'il y ait l'intelligence d'une prise de position de qui que ce soit, j'allais dire, dans la société, qui nous donne envie, j'allais dire, ensemble, d'inventer un demain, alors qu'on est tellement inquiet sur ce que notre société sera. C'est aussi des choses qui doivent être dites. Alors, on va rester sur cette belle note d'optimisme, inventer un demain et imaginer que les solutions seront en proximité par les acteurs de terrain. C'est à moi d'être sincère maintenant. Il est grand temps de rendre l'antenne. Je voulais remercier tous nos participants pour ces échanges forts, nourris et concertés. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en différé sur le site internet de la Mutualité française de Bretagne. Je vous rappelle également que du 17 au 21 mai, aura lieu la Semaine européenne de la vaccination. Je vous engage par ailleurs à consulter le site Vite ma dose, propulsé par Covid Tracker. C'est une initiative citoyenne indépendante et non officielle qui vous permettra de tout comprendre sur les vaccins, l'évolution de la pandémie et de savoir où et quand vous pourrez vous faire vacciner. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je cite enfin, pour terminer, un ami très proche qui me disait très justement avant ce webinaire, soyons égoïstement citoyens et n'oublions pas que se faire vacciner, c'est tous nous protéger. En toute sincérité, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir.